Salut et bienvenue de retour ici sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui est très populaire présentement, la manifestation. Malgré sa récente popularité, la manifestation reste souvent mal comprise. Les œuvres telles que Le Secret, qui mentionnent l'existence de la loi de l'attraction, ont souvent laissé des zones d'ombre, laissant beaucoup de sceptiques et des interrogations quant à son fonctionnement réel. Pourtant, la manifestation n'est pas une notion nouvelle. Dans les années 1900, plusieurs ouvrages abordaient le sujet. Considérés comme des trésors du développement personnel, à l'époque, ces livres étaient réservés aux membres des hautes sociétés, créant ainsi une séparation entre ceux qui détenaient cette connaissance et le reste du monde. Dans les prochaines minutes, nous allons revisiter les chefs d'œuvre intitulés The Master Key System ou Les systèmes de la clé universelle du succès de Charles F. Haanel, publié en 1916. Ces livres offrent des perspectives éclairantes sur la manifestation et qui peuvent remodeler notre façon de penser, tout en proposant des exercices pratiques pour affiner nos techniques de manifestation. Avant d'explorer les techniques, prenons un moment pour examiner quelques concepts fondamentaux. La première notion importante est la reconnaissance que l'esprit imprègne tout, mettant en question le concept conventionnel de Dieu en tant qu'entité externe. En comprenant notre union avec l'essence universelle, nous libérons notre potentiel illimité et pouvons matérialiser des opportunités infinies. Le point fondamental réside dans la compréhension que la pensée est la seule activité de l'esprit. Maîtriser notre capacité à penser nous donne le contrôle et l'accès à un pouvoir illimité pour notre bien-être individuel et collectif. Haanel plonge dans l'impact profond de la pensée sur notre réalité, mettant en lumière l'importance cruciale de la régulation mentale et du monde intérieur. Selon lui, l'imagination joue un rôle central dans la formation du caractère, de la santé et des circonstances de notre vie. La pensée constructive, les affirmations positives et la discipline de soi déverrouillent le pouvoir du jet intérieur, révélant la loi naturelle qui régit la prière et confirme que le véritable pouvoir réside en chacun de nous. Le subconscient, activé par une concentration constante, transforme nos pensées en vibrations qui résonnent avec l'énergie universelle, créant ainsi notre réalité et influencent notre parcours. Persévérer dans le silence éveille l'imagination, l'inspiration et la vigueur de la pensée, conduisant ainsi à une transformation profonde de notre existence. Alors, le dernier élément, c'est que la loi d'attraction, guidée par l'amour, matérialise les pensées en réalité. L'intention du désir active cette loi et par la biais de la concentration, nous accédons à notre subconscient, libérant ainsi sagesse, pouvoir et succès. Maintenant, explorons les techniques décrites dans le livre pour améliorer vos compétences en manifestation. Il y a 24 exercices et c'est recommandé de maîtriser chaque étape avant de passer à la suivante. Exercice 1. Rien ne peut exister sans l'esprit. La reconnaissance est le processus mental par lequel l'individu agit sur l'esprit universel. Et comme l'esprit universel est l'intelligence qui imprègne tout l'espace et anime tout être. Cette interaction mentale est la loi de la causalité. Mais le principe de causalité n'opère pas par l'esprit individuel, mais par l'esprit universel. Ce n'est pas une faculté objective, mais un processus subjectif dont les résultats sont visibles dans l'infinie diversité de circonstances et expériences. Pour que la vie se manifeste, il faut qu'il ait de l'esprit. Rien ne peut exister sans l'esprit. Tout ce qui existe est une forme de cette unique substance fondamentale par laquelle et dès laquelle toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. Nous vivons dans un océan insondable de substances spirituelles modélables. Cette substance est éternellement vivante et active. Elle est impressionnable au plus haut degré.
Elle prend forme selon la demande mentale. Les pensées forment les moules ou la matrice à travers laquelle la substance s'exprime et prend forme. Rappelez-vous que la valeur d'un principe est dans son application et que la connaissance pratique de cette loi substituera l'abondance à la pauvreté, la sagesse à l'ignorance, l'harmonie à la discorde et la liberté à la servitude. Et il est certain que ce sont les plus grands bienfaits d'un point de vue matériel et social. Appliquez-les dès maintenant. Retirez-vous dans un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé. Asseyez-vous confortablement sans vous affaler. Restez droit. Laissez vos pensées errer librement, mais restez parfaitement immobile de 15 minutes à une demi-heure. Continuez cet exercice pendant 3 ou 4 jours ou une semaine jusqu'à ce que vous parveniez à maîtriser complètement votre corps. Nombreux sont ceux qui trouveront cet exercice extrêmement difficile. D'autres l'effectueront avec aisance, mais dans tous les cas, il est essentiel d'assurer un contrôle parfait sur le corps pour être prêt à progresser. La semaine suivante, vous recevrez les instructions pour les prochaines étapes. Entre-temps, vous devrez maîtriser celle-ci. Exercice 2. La semaine dernière, je vous ai indiqué un exercice dont l'objectif est d'assurer le contrôle de votre corps physique. Si vous l'avez réussi, vous êtes prêt à aller plus loin. Cette fois, vous commencerez à contrôler vos pensées. Choisissez de préférence toujours la même pièce, la même chaise et la même position. Dans certains cas, vous ne pouvez pas retrouver la même condition. Et vous devrez alors tout simplement utiliser au mieux celles qui sont à votre disposition. Restez parfaitement immobile comme dans l'exercice précédent, mais inhibez le processus des pensées. Le but est de contrôler les pensées anxieuses, inquiètes et craintives et de garder uniquement les pensées que vous désirez. Répétez cet exercice jusqu'à réussir complètement. Vous ne pourrez pas faire cet exercice plus de quelques instants à chaque reprise. Mais il est précieux car il constitue la preuve concrète de la foule de pensées qui essaient constamment de pénétrer dans votre esprit. La semaine prochaine, vous recevrez des instructions pour un exercice que vous trouverez probablement un peu plus intéressant. Mais vous devez d'abord maîtriser celui-ci. Exercice 3. La relaxation physique. Dans l'exercice de cette semaine, je vous demanderai de franchir encore un pas. Vous devez non seulement rester parfaitement immobile et inhibé autant que possible, mais vous devez vous détendre et relâcher tous vos muscles. Ceci enlèvera toutes les pressions des nerfs et éliminera la tension qui produit si souvent l'épuisement physique. La relaxation physique est un exercice conscient de la volonté et vous découvrirez sa grande utilité, car elle favorise une circulation sanguine libre et fluide entre le cerveau et le corps. La tension conduit à l'agitation mentale et à une activité anormale de l'esprit. Elle engendre l'inquiétude, le souci, la peur et l'anxiété. La relaxation est par conséquence une nécessité absolue si l'on veut permettre aux facultés mentales d'agir en toute liberté. Faites cet exercice de manière aussi consciencieuse et complète que possible. Décidez mentalement que vous détendrez chaque muscle et chaque nerf de votre corps, jusqu'à ce que vous vous sentez reposé, calme et en paix avec vous-même et le monde. Le plexus solaire sera alors prêt à fonctionner et vous serez surpris du résultat. Exercice 4. La liberté mentale. La semaine dernière, je vous ai demandé de vous détendre, de lâcher prise physiquement. Cette semaine, je vous demanderai de lâcher prise mentalement. Si vous avez fait l'exercice précédent pendant 15 à 20 minutes chaque jour, conformément aux instructions, vous savez comment vous détendre physiquement. Ceux qui ne peuvent pas détendre leur corps consciemment, rapidement et totalement ne sont pas encore maîtres d'eux-mêmes. Ils n'ont pas encore atteint la liberté, ils sont encore asservis aux conditions environnantes. Mais je supposerais que vous avez réussi cet exercice et que vous êtes prêt à franchir les pas suivants, qui est la liberté mentale. Cette semaine, après avoir pris votre position habituelle,
Éliminez toute tension de votre corps en vous détendant complètement, puis lâchez tous les états négatifs comme la haine, la colère, l'inquiétude, la jalousie, l'envie, le regret, les troubles, la déception ou autres. Vous direz peut-être que vous ne pouvez pas lâcher ces choses, mais c'est faux. Vous pouvez le faire si vous le décidez consciemment, si votre intention est résolue et persistante. La raison pour laquelle certaines n'y parviennent pas est parce qu'ils s'autorisent à être dominés par leurs émotions au lieu de suivre leur raison. Mais ceux qui suivent la raison seront gagnants. Vous ne réussirez pas du premier coup, car ce domaine, comme tous les autres, seule une pratique assidue à la perfection et vous réussirez à dissoudre, éliminer et éradiquer ces pensées négatives et destructives. Car ce sont les germes qui engendrent constamment tous les états et conditions discordants possibles et imaginables. Exercice 5. La baguette magique. Toute possession est le résultat d'un état d'esprit riche ou de la conscience de la richesse. C'est la baguette magique qui vous permettra de recevoir l'idée et qui établira le plan que vous devez exécuter et vous trouverez autant de plaisir dans son exécution que dans son aboutissement et achèvement. Maintenant, allez dans votre chambre, prenez le même siège et la même position que précédent, puis choisissez mentalement un endroit qui éveille en vous des associations agréables. Formez-en une image mentale complète. Voyez les battements, les paysages environnants, les arbres, les personnes qui en font partie. Voyez tout de manière claire et distincte. Au début, toutes les pensées possibles et imaginables vous traverseront l'esprit, sauf l'idéal, même sur laquelle vous voulez vous concentrer. Mais ne cédez pas au découragement. La persévérance triomphera, mais la persévérance exige que vous pratiquiez cet exercice tous les jours, sans exception. Exercice 6. Pour cultiver votre pouvoir d'attention, prenez une photographie et asseyez-vous sur le même siège, dans la même chambre et dans la même position que précédent. Examinez attentivement la photographie pendant au moins 10 minutes. Observez l'expression des yeux, les traits de visage, les vêtements, la coiffure. En faites note de chaque détail de la photographie avec soin. Puis, retournez la photographie, fermez les yeux et essayez de la voir dans votre esprit. Si vous pouvez revoir distinctement chaque détail et si vous pouvez reconstruire mentalement l'image de la photographie, vous pouvez vous féliciter. Sinon, répétez l'exercice jusqu'à la réussite complète. Cette étape est destinée à préparer le terrain. La semaine prochaine, nous serons prêts à semer les grains. Ce type d'exercice vous rendra enfin confortable de contrôler vos états mentaux, votre attitude, votre conscience. Exercice 7. Planter la graine. Nombreuses sont les personnes qui cela représente une grande difficulté. Nous sommes trop anxieux, nous manifestons l'anxiété, la peur, la détresse. Nous voulons faire quelque chose, nous voulons aider. Nous ressemblons à un enfant qui vient juste de planter une graine et qui revient sur ses pas toutes les 15 minutes et remue la terre pour voir si la graine pousse. Dans ces conditions, bien sûr, la graine ne mûrira jamais et pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup d'entre nous dans le monde mental. Vous devez planter la graine et la laisser pousser tranquillement. Cela ne signifie nullement que nous devons rester assises à ne rien faire. Au contraire, nous ferons plus et mieux que jamais auparavant. Des nouvelles voies apparaîtront, des nouvelles portes s'ouvriront. Il suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'être prêt à agir au moment opportun. La force de la pensée est le moyen le plus puissant d'acquérir la connaissance et quand elle est concentrée sur un sujet, elle résout tout problème. Rien n'est inaccessible à la compréhension humaine, mais vous devez travailler pour gagner la collaboration de la force de la pensée et lui faire exécuter vos ordres. Rappelez-vous que la pensée est le feu qui produit la vapeur, qui fait tourner la roue de la fortune dont dépendent vos expériences. Posez
Posez intérieurement quelques questions, puis attendez respectueusement la réponse. Ne sentez-vous pas de temps à autre votre moi profond? Affirmez-vous votre moi ou suivez-vous la majorité? N'oubliez pas que la majorité est toujours conduite et qu'elle ne conduit jamais. La majorité est celle que se battait bec et ongle contre la locomotive à vapeur, le métier à tisser électrique et tout autre progrès ou amélioration dans l'histoire. Dans l'exercice de cette semaine, visualisez votre ami. Voyez-le exactement tel qu'il était lors de votre dernière rencontre. Prévoyez la pièce, les meubles, souvenez-vous du contenu de votre conversation, puis voyez son visage distinctement. Puis parlez-lui dans ce sujet qui vous intéresse toutes les deux. Observez les changements de son expression et gardez le sourire. Pouvez-vous le faire? C'est bon, vous le pouvez. Éveillez maintenant son intérêt. Racontez-lui un récit d'aventure. Voyez ses yeux pétiller d'amusement ou d'excitation. Pouvez-vous faire tout cela? Si oui, vous avez une bonne imagination, vous faites de grands progrès. Exercice 8. Une observation analytique pénétrante. Dans la partie précédente, vous avez créé une image mentale, vous l'avez sortie de l'invisible dans le visible. Cette semaine, je vous propose de prendre un objet et de remonter à son origine, de voir de quoi il est réellement fait. Le but de cet exercice est de développer votre imagination, votre perspicacité et votre perception. Ces facultés ne viendront pas de l'observation superficielle, mais d'une observation analytique pénétrante qui ne reste pas à la surface des choses. Rares sont ceux qui savent que les choses visibles ne sont que des effets et qui comprennent les causes qui engendrent ces effets. Prenez la même position que dans les exercices précédents et visualisez un cuirassé. Voyez les monstres sombres flottant sur la surface de l'eau. Ils semblent abandonnés, désertes de toute vie. Tout est silencieux. Vous savez que la plus grande partie du vaisseau est immergée dans l'eau, invisible à l'œil. Vous savez que le navire est aussi grand et lourd qu'un gratte-ciel de 20 étages. Vous savez qu'il y a des centaines d'hommes qui sont prêts à agir instantanément. Vous savez que chaque secteur est sous la responsabilité d'officiers compétents, entraînés, qualifiés, qui ont prouvé leur capacité à diriger ces merveilleux mécanismes. Vous savez que bien qu'il soit là, apparemment inconscient à tout le reste, il y a des yeux qui voient à des milles autour et que rien n'échappe à sa surveillance vigilante. Vous savez que bien qu'il semble immobile, calme et innocent, il est prêt à lancer un projectile en acier pesant des milliards de livres contre tout ennemi qui approcherait de loin. Vous pouvez représenter ces tableaux sans grand effort. Mais comment la cuirassé est-il arrivé là où il est? Comment est-il apparu en premier lieu? Si vous êtes un observateur attentif et curieux, vous voulez savoir tout cela. Réflexion supplémentaire. Observez le passage des grandes plaques en acier dans les fonderies. Voyez les milliards d'hommes employés à les fabriquer. Et montez encore plus en amont et voyez comment on estirpe les minerais de la terre, comment on les charge sur des barges ou dans des wagons, comment il est fondu et traité. Et montez encore plus loin et voyez l'architecte et les ingénieurs qui ont conçu les navires. Laissez votre pensée vous porter encore plus loin dans les passés pour découvrir pourquoi ils ont conçu ces navires. Vous vous apercevez à ce point que vous êtes remonté si loin en arrière que le vaisseau est quelque chose d'intangible. Il n'existe plus. Il n'est qu'une pensée dans le cerveau des architectes. Mais d'où est venu l'ordre de le concevoir? Probablement du ministère de la Défense. Mais il est probable que l'idée de ces navires soit aperçue longtemps avant qu'on ait envisagé la guerre et que le Congrès a dû voter les projets de la loi pour attribuer les fonds nécessaires à ces projets. Il y a probablement eu de l'opposition et des discours pour et contre le projet. Qui ces membres du Congrès représentent-ils? Ils nous représentent, vous et moi, de sorte que le cheminement de notre pensée commence avec le cuirassé et termine avec nous-mêmes. Et nous découvrons, en dernière analyse, que notre propre pensée est l'origine du cuirassé et beaucoup d'autres choses auxquelles nous ne songeons même pas. Et si nous poursuivons encore un peu le cours de notre réflexion, nous tomberons sur le fait le plus important de tout. Que si quelqu'un n'avait pas découvert la loi selon laquelle cette énorme masse d'acier et de fer peut flotter sur l'eau, au lieu de couler immédiatement au fond, les navires n'auraient jamais pu exister.
Cette loi dit que la gravité spécifique de toute substance est le poids de son volume comparé au volume équivalent d'eau. La découverte de cette loi a révolutionné les voyages, les commerces ou la guerre maritime et elle a rendu possible l'existence de cuirassés, de porte-avions et des bateaux de croisière. Vous découvrirez le bénéfice inestimable de ce genre d'exercice. Quand la pensée a été entraînée à voir au-dessus de la surface des choses, tout prend une apparence différente. L'insignifiant devient important. L'inintéressant, intéressant. Les choses que nous croyons sans importance apparaissent comme les seules choses réellement essentielles dans la vie. Exercice 9. L'origine du bien et du mal. Les pensées sont les causes et les conditions sont les effets. Ici réside l'explication de l'origine du bien et du mal. Les pensées créatives et se relient automatiquement à son sujet. C'est une loi cosmologique universelle, la loi de l'attraction, la loi de la cause et de l'effet. La reconnaissance et l'application de cette loi déterminera les tenants et les aboutissants. Cette loi a conduit les hommes de toutes les époques à croire en le pouvoir de la prière. Il te sera accordé selon ta foi. N'est qu'une autre manière, plus brève et directe de l'exprimer. Pénétrer dans l'esprit d'une chose. Cette semaine, visualisez une plante, par exemple une fleur, celle que vous admirez le plus. Sortez-la du domaine invisible dans le visible. Plantez la minuscule graine, arrosez-la, prenez soin d'elle, placez-la à l'endroit où le soleil matinal dardera ses rayons directement sur elle, voyez la graine éclater. Maintenant, c'est un être vivant, animé, qui commence à chercher les moyens de substance. Voyez ses racines pénétrer dans la terre, se ramifier dans toutes les directions et rappelez-vous que ce sont des cellules vivantes qui se divisent et subdivisent et qu'elles seront bientôt des millions. Que chaque cellule est intelligente et qu'elle sait ce dont elle a besoin et comment l'obtenir. Regardez la tige pousser vers la haut. Observez-la en train de percer la surface de la terre. Voyez-la se diviser et former des branches. Remarquez la perfection et la symétrie de chacune de ces branches. Voyez les feuilles qui commencent à se former. Puis les minuscules tiges, chacune portant à son sommet un bourgeon. Et tandis que vous regardez les bourgeons commencent à s'ouvrir, faisant paraître votre fleur préférée. Et si vous vous concentrez fort, vous sentirez un parfum. C'est la fragrance de la fleur portée par la brise qui balance doucement la magnifique création que vous avez visualisée. Lorsque vous êtes capable d'avoir une vision claire, détaillée et complète, vous serez capable de rentrer dans l'esprit d'une chose. Elle deviendra très réelle pour vous. Vous apprendrez à vous concentrer et les processus est le même que vous vous concentrez sur la santé, votre fleur préférée, un idéal, une proposition d'affaires compliquée ou tout autre problème de la vie. Tout succès a été accompli grâce à une concentration soutenue sur l'objet visé. Exercice 10. Développer le pouvoir. La pensée constructive est nécessairement créatif, mais la pensée créative doit être harmonieuse, ce qui élimine toute pensée destructive ou compétitive. La sagesse, la force, le courage et tous les autres états harmonieux sont l'état du pouvoir et nous avons vu que le pouvoir était à l'intérieur de nous. De même, tout manque, limitation ou diversité est le résultat de la faiblesse et la faiblesse est simplement l'absence de pouvoir. Elle vient de nulle part, elle n'est rien. Le remède à la faiblesse consiste donc simplement à développer le pouvoir. C'est que c'est fait de la même manière que pour tout autre pouvoir, par l'exercice. L'exercice en question consiste dans l'application de votre pouvoir. Le savoir ne s'appliquera pas de lui-même, c'est à vous de le faire. L'abondance ne vous tombera pas du ciel, mais la conscience de la loi de l'attraction, l'intention d'utiliser en vue d'un but particulier est définie et la volonté d'atteindre ces buts aboutiront à la matérialisation de votre désir par les biais de la loi naturelle de la transmission. Si vous êtes dans les affaires, elles croîtront et se développeront par les voies habituelles et des voies de distribution nouvelles et inhabituelles s'ouvriront aussi. Et lorsque la loi sera pleinement opérationnelle, vous découvrirez que les choses que vous cherchez sont à votre recherche.
Pour l'exercice cette semaine, asseyez-vous à votre place habituelle et choisissez un espace vide sur le mur en face de vous ou toute autre surface propice. Désignez-y mentalement un trait noir horizontal d'environ 15 cm de longueur. Essayez de visualiser ce trait aussi clairement que s'il avait été réellement peint sur le mur. Puis tracez mentalement 2 lignes verticales touchant la ligne horizontale à ces deux buts. Puis tracez encore une ligne horizontale reliant les 2 lignes verticales. Vous avez obtenu un carré. Essayez de visualiser nettement les carrés. Puis désignez un cercle à l'intérieur du carré. Placez ensuite un point au centre du carré. Maintenant, tirez le point vers vous sur environ 25 cm. Vous obtenez un cône sur une base carrée. Vous vous souvenez que vous avez tout désigné en noir. Maintenant, changez la couleur en blanc, rouge ou jaune. Si vous réussissez cet exercice, cela signifie que vous faites de grands progrès et vous serez bientôt capable de vous concentrer sur n'importe quel problème. Exercice 11. La sagesse. De ces processus de contemplation de soi vient l'inspiration qui est l'intelligence créative et qui est indéniablement supérieure à tout élément, force ou loi de la nature, car elle peut les comprendre, les modifier, les diriger et les appliquer à ses propres buts et finalités, ce qui revient à dire qu'elle peut les posséder. La sagesse commence avec l'apparition de la raison et la raison est la compréhension de la connaissance et de ses principes par lesquels nous pouvons connaître la véritable signification des choses. La sagesse est donc la raison éclairée et elle mène à l'humilité car l'humilité constitue une grande partie de la sagesse. Nous connaissons toutes de nombreuses personnes qui ont accompli ce qui paraît impossible, qui ont réalisé leurs rêves de toujours et qui ont tout changé, y compris elles-mêmes. Nous avons parfois été émerveillés par la manifestation d'un pouvoir apparemment irrésistible qui semblait toujours disponible quand le besoin s'en faisait le plus ressentir. Mais maintenant, nous y voyons plus clair. Tout ce qu'il nous faut, c'est la compréhension de certains principes fondamentaux et leur application correcte. Pour l'exercice de cette semaine, concentrez-vous sur la citation tirée de la Bible. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. Remarquez qu'il n'y a pas de limitation. Tout ce que vous demandez est une forme de précision et implique que la seule limite que nous rencontrons est notre capacité de penser à être à l'auteur de l'opportunité et des circonstances, à se rappeler que la foi n'est pas une ombre, mais une substance. La substance des choses que nous espérons, la preuve des choses que nous ne voyons pas encore. Exercice 12. La concentration ou l'attention. Si, par conséquent, vous n'êtes pas familiarisé avec la toute-puissance de la loi de l'attraction et la méthode scientifique de son application, ou si vous n'êtes pas familiarisé avec la possibilité illimitée qu'elle offre à ceux qui ont développé la capacité de profiter de ces ressources, commencez dès maintenant à créer les cellules cérébrales qui vous permettront de comprendre le pouvoir illimité qui peuvent être les vôtres si vous coopérez avec la loi naturelle. Vous créez ces conditions par la concentration et l'attention. L'intention dirige l'attention. Le pouvoir émerge du calme. Les pensées profondes, les discours sages et la réalisation de tous les grands potentiels viennent de la concentration. C'est dans les silences que vous entrez en contact avec le pouvoir tout-puissant de l'esprit subconscient dont découle tout autre pouvoir. C'est lui qui désire la sagesse, le pouvoir ou les succès permanents ne le trouveront qu'en soi. C'est un déploiement intérieur. L'homme irréfléchi croit que le silence est quelque chose de très simple et qu'on l'atteint facilement. Mais il faut se rappeler que ce n'est qu'est dans le silence total que nous pouvons être en contact avec le divin. Connaître la loi immuable et ouvrir les voies qui, grâce à une pratique régulière et la concentration, mènent à la perfection. Cette semaine, rendez-vous dans la même chambre, prenez la même chaise et la même position que précédent.
Détendez-vous, lâchez prise mentalement et physiquement. Faites toujours cela. N'essayez jamais d'accomplir un travail mental sous pression. Veillez à ce qu'aucun de vos muscles ou nerfs ne soit crispé. Soyez entièrement à l'aise et confortable. Maintenant, prenez conscience de votre unité avec la toute-puissance. Connectez-vous à ce pouvoir. Imprégnez-vous profondément de la compréhension, l'appréciation et la réalisation fondamentale que votre faculté de penser et votre capacité d'agir sur l'esprit universel et de provoquer sa manifestation. Réalisez qu'il répondra à toutes vos demandes, que vous avez exactement le même pouvoir potentiel que tout autre individu, car chacun n'est qu'une expression ou manifestation de l'un et toutes sont des parties du tout. Il n'y a aucune différence de qualité ou de nature entre les parties et les tout, mais seulement des degrés. Exercice 13. Percevez nos intérêts. Nous servirons au mieux nos intérêts en connaissant les pouvoirs infinis et la sagesse infinie de l'Esprit universel et en devenant aise le canal par lequel l'infini pourrait réaliser notre désir. Comme c'est la reconnaissance qui soucie la réalisation, votre exercice de la semaine consistera à appliquer ces principes, à reconnaître le fait que vous êtes partie du tout et que la partie est nécessairement égale en nature et en qualité au tout, la seule différence possible étant en degré. Quand cette formidable réalité commencera à imprégner votre conscience, quand vous commencerez à comprendre que vous, pas votre corps, mais votre moi, le G, l'esprit qui pense, est fait partie intégrante du grand tout qu'il est de la même substance, qualité et nature que les créateurs n'auraient pas pu créer quelque chose de différent de lui, vous pourrez dire, le Père et moi sommes un. Et vous serez capable de comprendre la beauté, la grandeur, les opportunités transcendantales qui sont à votre disposition. Exercice 14. La pensée est la seule réalité. Pourtant, il y a plein de personnes qui ne sont pas prêtes à adopter la discipline nécessaire pour penser correctement, même si elles savent que c'est la pensée erronée qui les a amenées à l'échec. La pensée est la seule réalité. Les conditions matérielles ne sont que ces manifestations extérieures. À mesure que la pensée change, toutes les conditions extérieures et matérielles changent pour être en harmonie avec leur créateur qui est la pensée. Mais la pensée doit être claire, nette, cohérente, bien définie, constante. Vous ne pouvez pas faire un pas en avant et deux pas en arrière, ni passer 20 à 30 ans de votre vie à bâtir des conditions négatives avec des pensées négatives, puis vous attendre à les voir disparaître à l'issue des 15 à 20 minutes de pensées positives. Si vous adoptez la discipline nécessaire pour provoquer un changement radical dans votre vie, vous devez le faire délibérément. Après avoir examiné soigneusement le sujet et lui avoir accordé votre pleine attention, puis vous ne devez pas permettre à rien ni à personne de contrarier votre décision. La discipline, le changement de pensée, la nouvelle attitude mentale vous apporteront non seulement les objectifs matériels indispensables à votre bien-être, mais aussi la santé et l'harmonie générale. Si vous désirez avoir des conditions harmonieuses dans votre vie, vous devez adopter une attitude mentale harmonieuse. Votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. Votre exercice de cette semaine consiste à ce que vous vous concentriez sur l'harmonie. Et quand je dis concentrer, je pense à tout ce que ce mot implique. Concentrez-vous si profondément et intensément jusqu'à ce que vous ne soyez conscient de rien d'autre que l'harmonie. Rappelez-vous qu'on apprend en faisant. Lire ces leçons ne vous mènera nulle part. C'est l'application pratique qui est importante. Exercice 15. Il faut exercer le discernement. Dans le monde physique, il y a une loi de compensation selon laquelle l'apparition d'une quantité donnée d'énergie à un endroit signifie la disparition de cette même quantité à un autre endroit. Et cette découverte nous apprend que nous ne pouvons obtenir que ce que nous donnons.
Si nous nous engageons dans une certaine activité, nous devons être prêts à assumer la responsabilité de son développement. Le subconscient ne sait pas raisonner, il nous prend au mot. Nous avons demandé quelque chose, nous devons le recevoir. Nous avons fait notre lit, nous devons nous y coucher. Les dés ont été jetés, les fils tisseront les motifs que nous avons préparés. Nous devons donc exercer notre faculté de discernement afin que la pensée que nous nourrissons ne contienne aucune germe mentale, morale ou physique que nous ne désirons pas voir apparaître dans notre vie. Le discernement est la faculté mentale qui nous permet d'examiner le fait et les conditions à long terme. C'est une sorte de télescope humain qui nous permet d'envisager les difficultés de même que les possibilités de chaque entreprise. Le discernement nous permet de percevoir les obstacles que nous rencontrerons, ainsi nous sommes en mesure de les surmonter avant qu'ils aient l'opportunité de nous créer des problèmes. Le discernement nous permet d'anticiper profitablement et d'orienter nos pensées et notre attention dans les bonnes directions au lieu de les conduire dans des impasses dont il n'y a pas de retour. Le discernement est par conséquence la faculté essentielle à toute grande réussite. Et grâce à elle, nous pouvons pénétrer, explorer et conquérir n'importe quel domaine mental. Le discernement est le produit du monde intérieur et il se développe dans le silence par la concentration. Votre exercice de la semaine consiste à vous concentrer sur le discernement. Prenez votre position habituelle et focalisez vos pensées sur le fait qu'avoir conscience du pouvoir créatif de la pensée ne signifie pas encore maîtriser l'art des pensées. Réfléchissez longuement au fait que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même, que vos actions ne sont pas dirigées par la connaissance, mais par la coutume, les précédents et l'habitude, que la seule manière d'appliquer la connaissance exige un effort conscient et déterminé. Rappelez-vous que la connaissance non utilisée disparaît de l'esprit, que la valeur d'une information est dans son application. Poursuivez ces cours de réflexion jusqu'à ce que vous obteniez un discernement suffisant pour formuler un programme précis d'application de ces principes à votre problème particulier. Exercice 16. L'imagination est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Et si elle n'est pas maîtrisée, elle peut nous mener à toutes sortes de spéculations et conclusions totalement injustifiées. N'importe quelle opinion vraisemblable est susceptible d'être acceptée sans avoir soumise à un examen analytique et le résultat inévitable est le chaos mental, des états de conscience. Nous devons par conséquent construire uniquement les images mentales dont on sait qu'elles sont scientifiquement fondées. Soumettez chaque idée à une analyse approfondie et n'acceptez rien de scientifiquement inexact. Ainsi, vous n'entreprendre que ce que vous savez pouvoir mener à terme et les succès couronnera votre effort. C'est ce que les hommes d'affaires appellent la prévoyance et qui est après la même chose que le discernement. C'est le secret de toute réussite importante. Votre exercice de la semaine est de vous imprégner du fait que l'harmonie et le bonheur sont des états de conscience et ne dépendent pas des choses que vous possédez. Ces choses ne sont que les effets ou les conséquences des états mentaux appropriés. Aussi, si nous désirons de biens matériels, nous devons avant tout nous soucier d'adapter l'attitude mentale qui produira le résultat désiré. Cette attitude mentale est le fruit de la compréhension de notre nature spirituelle et de notre union avec l'Esprit universel, qui est la substance de toute chose. Cette compréhension nous apporte tout ce qui est nécessaire à notre satisfaction complète. Ceci est une pensée scientifique ou correcte. Lorsque nous parvenons à susciter cette attitude mentale, il nous est relativement facile de nous représenter notre désir comme un fait déjà accompli. Lorsque nous saurons le faire, nous aurons trouvé la vérité qui nous libère de tout manque ou limitation.
Exercice 17. Les symboles du pouvoir. On ne peut pas garder une fortune ou une position prématurément acquise car elle n'a pas été gagnée. Nous ne pouvons obtenir que ce que nous donnons et ceux qui tentent d'acquérir sans donner découvrant toujours que la loi de la compensation établit sans cesser le juste équilibre. En général, les hommes s'engagent dans la course à l'argent ou d'autres symboles de pouvoir. Mais grâce à la compréhension de la véritable source du pouvoir, nous pouvons nous permettre d'ignorer les symboles. L'homme qui a acquis un gros compte bancaire n'a pas besoin de se remplir les poches avec de l'or. C'est pareil pour l'homme qui a découvert la véritable source du pouvoir. Il ne s'intéresse plus à ces simulacres et faux semblants. La pensée se projette à l'extérieur dans des directions évolutives, mais elle semble être orientée vers l'intérieur où elle saisira les principes fondamentaux, la cœur, l'esprit, même des choses. Quand nous parvenons au corps des choses, il nous devient assez facile de les comprendre et de le commander. C'est comme cela parce que l'esprit d'une chose est cette chose elle-même, son noyau essentiel, sa substance réelle. Toute forme objective n'est pas que la manifestation extérieure de l'activité spirituelle intérieure. Votre exercice de la semaine est de vous concentrer autant que possible en appliquant la méthode évoquée dans cette leçon. Évitez tout effort de réfléchir ou d'activité consciente associée à votre but. Détendez-vous complètement, évitez toute pensée anxieuse concernant les résultats. Souvenez-vous que le pouvoir vient dans le calme et le repos. Laissez votre pensée s'absorber dans son objet jusqu'à ce qu'elle s'identifie complètement et que vous n'ayez plus conscience de quoi que ce soit d'autre. Si vous désirez éliminer la crainte, concentrez-vous sur le courage. Si vous voulez éliminer les manques, concentrez-vous sur l'abondance. Si vous voulez éliminer la maladie, concentrez-vous sur la santé. Concentrez-vous toujours sur un idéal comme s'il était une réalité déjà existante. Ceci est le germe, le principe de vie qui croit et qui active les causes qui guident, dirige et crée la relation nécessaire à sa manifestation concrète finale. Exercice 18. L'intérêt. L'utilisation du pouvoir dépend de l'attention. Notre degré d'attention détermine notre capacité d'acquérir la connaissance qui est un autre nom pour la puissance. L'attention est considérée comme la marque distinctive du génie. L'attention se développe par la pratique. L'intérêt stimule l'attention. Plus l'intérêt est grand, plus grand est l'attention et vice-versa. Il y a réciprocité entre l'attention et la réaction. Commencez par prêter votre attention à quelque chose. Votre intérêt pour elle sera rapidement éveillé. Cet intérêt suscitera une attention encore plus grande et cette attention augmentera l'intérêt et ainsi de suite. Cet entraînement mental vous permettra de cultiver le pouvoir de l'attention. Concentrez-vous cette semaine sur votre pouvoir de création. Cherchez à le discerner, à le percevoir. Essayez de trouver les fondements logiques de votre foi à l'intérieur de vous. Contemplez le fait que le corps humain vit, bouge et a son être dans l'air qui est le support de toute vie organique, l'air qu'il doit respirer pour vivre. Puis, contemplez l'idée que l'homme spirituel également vit, bouge et a un être dans une énergie semblable, mais plus subtile, dont il est dépendant pour sa survie. Et que de même, qu'aucune forme de vie ne peut apparaître dans le monde physique si elle n'a pas été sémée, et qu'aucune espèce ne peut être supérieure à celle qui la engendre. De même, aucun effet ne s'est produit dans le monde spirituel si la graine n'a pas été sémée, et les fruits dépendra de la nature de la graine. Ainsi, le résultat que vous obtenez dépend de votre perception de la puissante loi de la causalité, le plus haut degré de l'évolution de la conscience humaine. Exercice 19. Les principes de causalité.
Comment prend alors des formes différentes? Dans l'électricité, on forme une batterie en connectant les pôles opposés du zinc et du cuivre, ce qui provoque un courant qui circule entre les deux pôles et fournit ainsi de l'énergie. Le même processus se répète partout où il y a la polarité et comme toute forme dépend du taux des vibrations et des relations subséquentes entre les atomes, si nous voulons changer une forme, nous devons changer la polarité. Ceci est le principe de la causalité. L'exercice de cette semaine est de vous concentrer, et j'entends par là tout ce que ces mots impliquent. Absorbez-vous dans l'objet de votre pensée au point de ne plus avoir conscience de rien d'autre et faites-le quelques minutes chaque jour. Vous vous donnez le temps nécessaire pour manger afin de nourrir votre corps. Pourquoi alors ne prendriez-vous pas le temps de nourrir votre esprit? Fixez votre pensée sur le fait que les apparences sont trompeuses. La terre n'est pas plate ni immobile. Le ciel n'est pas un dôme. Le soleil ne bouge pas. Les étoiles ne sont pas de petites taches de lumière et la manière que l'on croyait depuis toujours solide est un état de flux perpétuel. Essayez de réaliser que le jour est proche, l'aube pointe déjà, où les manières de penser et d'agir devront être rapidement ajustées au prodigieux développement de la connaissance du fonctionnement des principes éternels. Exercice 20. Chaque fois que vous pensez, vous démarrez une chaîne causale qui créera une condition conforme à la qualité de la pensée qui l'a générée. La pensée qui est en harmonie avec l'esprit universel se manifestera dans des conditions correspondantes. La pensée destructive ou discordante produira les résultats correspondants. Vous pouvez utiliser la pensée de manière constructive ou destructive, mais la loi immuable ne vous permettra pas de planter une pensée d'une espèce et de récolter un fruit d'une autre espèce. Vous êtes libre d'utiliser ces merveilleux pouvoirs créatifs à votre guise, mais vous devez en assumer les conséquences. La volonté. Là est le danger de ce que nous appelons la volonté. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent demander cette loi par la seule force de leur volonté, qu'ils peuvent s'aimer une graine d'un espace et par la force de leur volonté lui faire porter les fruits d'un autre espace. Mais le principe fondamental du pouvoir créatif appartient à l'univers et par conséquent l'idée de plier les choses à nos désirs par le pouvoir de la volonté individuelle est une conception inverse qui en apparence peut réussir provisoirement mais qui est vouée à l'échec final car elle contradit les pouvoirs mêmes dont l'individu en question veut se prévaloir. La volonté, l'individu qui tente de forcer l'universel, le fini qui entre en conflit avec l'infini. Notre bien-être permanent sera le mieux assuré par une coopération consciente avec les mouvements évolutifs du grand tout. L'exercice de cette semaine consiste à ce que vous entriez dans le silence et que vous vous concentriez sur le fait que l'affirmation, c'est en lui que nous avons la vie, que nous nous mouvons et que nous existons, est littéralement et scientifiquement exact. Que vous êtes parce qu'il est, que s'il est omniprésent, il est nécessairement en vous, que s'il est tout en tout, vous êtes en lui. Qu'il est esprit et que vous êtes créés selon son image et sa ressemblance, et que la seule différence entre son esprit et le vôtre est une différence de degré, et que la partie est nécessairement de la même nature et qualité que le tout. Quand vous aurez entièrement assimilé cette idée, vous aurez percé le mystère du pouvoir créatif de la pensée. Vous aurez trouvé l'origine du bien et du mal, les secrets du merveilleux pouvoir de concentration, la clé de la solution de chaque problème, qu'il soit physique, financier ou environnemental. Exercice 21. L'esprit divin. L'esprit divin est l'esprit de l'univers. Il ne fait pas d'exception et il ne favorise personne. Il n'agit pas par pur caprice ou par colère, jalousie ou vengeance. De même, il ne peut pas être flatté, amadoué ou influencé à accorder à l'homme, par sympathie ou sur requête, ce que celui-ci pense être nécessaire à son bonheur, voire même à son existence.
L'Esprit divin ne fait aucune exception en faveur de qui que ce soit. Mais lorsque l'homme comprend et réalise son unité avec le principe universel, il paraîtra favorisé parce qu'il aurait trouvé la source de toute santé, toute abondance et tout pouvoir. Votre exercice de la semaine sera de vous concentrer sur la vérité. Essayez de comprendre que la vérité vous libérera, c'est-à-dire que rien ne pourrait se mettre durablement en travers de votre chemin vers la réussite totale lorsque vous apprendrez à appliquer les méthodes et les principes de pensée scientifiquement corrects. Réalisez que vous extériorisez les puissances intérieures de votre âme dans votre environnement. Réalisez que le silence offre une opportunité toujours disponible et pratiquement illimitée à l'éveil de la conception la plus élevée de la vérité. Essayez de comprendre que la toute-puissance est elle-même silence absolu et que tout le reste est changement, activité et limitation. La concentration silencieuse de la pensée est par conséquent la seule vraie méthode pour atteindre, éveiller puis exprimer les pouvoirs potentiels merveilleux du monde intérieur. Exercice 22. Le traitement mental. Il n'y a aucun doute que beaucoup de médecins traitent bien et de manière avisée les maladies nerveuses d'origine fonctionnelle. Mais nous affirmons que la connaissance dont elles font preuve n'a pas été apprise dans aucune école ni aucun livre, mais qu'elle est intuitive et empirique. Il ne faut pas que cela demeure ainsi. Le pouvoir du traitement mental devrait faire l'objet d'un enseignement exact, particulier et scientifique dans chaque école de médecine. Nous pourrions poursuivre plus en détail la discussion sur les traitements inadéquats et l'absence de traitement et décrire les résultats désastreux de ces cas négligés, mais c'est une tâche forte, déplaisante. Il n'y a pas de doute que très peu de patients sont conscients de ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Ce que le patient peut faire pour lui-même, les forces qu'il peut activer sont encore inconnues. Nous sommes enclins à croire qu'il s'agit de pouvoirs beaucoup plus grands que nous ne pouvons l'imaginer et qu'ils seront sans doute de plus en plus utilisés. Les patients peuvent s'administrer le traitement mental à lui-même en apaisant son esprit quand il est agité, en éveillant ses sentiments de joie, d'espoir, de confiance et d'amour, en se motivant pour l'effort par un travail mental régulier, en détournant ses pensées de la maladie. Pour votre exercice de la semaine, concentrez-vous sur le vers superbe de Tennyson. Parle-lui car il t'entend et l'esprit rencontre l'esprit. Il est plus près que ton souffle et plus proche que tes mains et tes pieds. Puis essayez de réaliser que lorsque vous lui parlez, vous êtes en contact avec la toute-puissance. La réalisation et la reconnaissance de ce pouvoir omniprésent détruira rapidement toute forme de maladie ou de souffrance et lui substituera l'harmonie et la perfection. Puis, souvenez-vous de la croyance que la maladie et la souffrance sont envoyées par Dieu. Si c'est le cas, chaque médecin, chaque chirurgien et chaque infirmière de la Croix-Rouge défie la volonté de Dieu et les hôpitaux et sanatoriums sont des lieux de rébellion au lieu d'être des foyers de compassion. L'idée révèle rapidement son absurdité, cependant elle est encore largement répandue. Ensuite, méditez le fait que jusqu'à récemment, la théologie essayait de nous transmettre l'idée d'un créateur improbable qui a créé des êtres capables de pécher puis les a soumis au châtiment éternel pour leurs péchés. Bien entendu, l'issue inévitable d'une ignorance aussi colossale a été de susciter la peur au lieu de l'amour et ainsi, après 2000 ans de ce genre de propagande, la théologie est activement occupée à s'excuser pour le christianisme. Vous apprécierez d'autant plus l'homme idéal, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et vous apprécierez d'autant plus l'esprit créateur qui forme, soutient, maintient, engendre et crée tout ce qui existe. Tous ne sont que partie du tout prodigieux dont la nature est le corps et Dieu l'âme. L'opportunité suite la perception, l'action suite l'inspiration, la croissance suite la connaissance, l'éminence suite le progrès. L'esprit vient toujours en premier, puis la transformation en possibilité d'accomplissement infini et illimité. Exercice 23. L'approvisionnement infini.
Je ne l'ai pas interrogé sur sa manière de procéder, bien que je compte le faire à la première occasion, mais il a sûrement non seulement puisé dans la source d'approvisionnement infini pour trouver les idées dont il avait besoin et qu'ils ont créé son succès, mais il a utilisé aussi le pouvoir créatif de la pensée pour établir le modèle idéal de ce qu'il voulait réaliser sur une forme matérielle, partant de l'esquisse globale et ajoutant, changeant, améliorant le détail jusqu'à ce que l'image soit claire et complète. Je suis certain qu'il a possédé de la sorte, non seulement grâce aux souvenirs que j'ai de notre conversation d'il y a plusieurs années, mais aussi parce que j'ai découvert la même manière de procéder dans d'autres cas chez d'autres hommes importants qui ont réalisé des manifestations semblables de la pensée créative. Ceux qui reculent devant l'idée de recourir au pouvoir infini dans leur travail devaient se rappeler que si l'infini s'opposait en tant soit peu à cette méthode, elle serait irréalisable. L'infini est tout à fait capable de prendre soin de lui-même. La spiritualité est pratique, très pratique, éminemment pratique. Elle nous apprend que l'esprit est la réalité, toute la réalité, et que la matière n'est qu'une substance malléable que l'esprit peut créer, modeler, manier et façonner à son gré. La spiritualité est la chose la plus pratique au monde. La seule chose réellement et absolument pratique qui soit. Cette semaine, concentrez-vous sur le fait que l'être humain n'est pas un corps avec un esprit, mais un esprit avec un corps, et que c'est pour cette raison que ses désirs ne peuvent être durablement comblés par quoi que ce soit de non spirituel. L'argent n'a par conséquence aucune valeur, sauf en tant que moyen d'obtenir les conditions que nous désirons. Ces conditions sont nécessairement harmonieuses. Les conditions harmonieuses exigent un approvisionnement suffisant et s'il semble avoir un manque quelconque, nous devons comprendre que la vocation ou l'esprit de l'argent est de servir et mesurer que cette pensée prend forme. Les voies d'approvisionnement s'ouvriront et vous aurez le plaisir de découvrir que les méthodes spirituelles sont entièrement pratiques. Exercice 24. Le pouvoir de penser. Quand vous aurez saisi, compris et apprécié cette vérité, vous serez en possession de la clé universelle. Mais souvenez-vous que seuls ceux qui sont suffisamment sages pour comprendre, suffisamment larges d'esprit pour évaluer les preuves, suffisamment fermes pour suivre leur propre jugement et forts pour faire le sacrifice nécessaire, peuvent pénétrer dans cette vérité et la partager. Cette semaine, essayez de réaliser que nous vivons dans un monde vraiment merveilleux, que vous êtes un être merveilleux, que de nombreuses personnes s'éveillent à la vérité et à mesure qu'elles s'éveillent et prennent connaissance de choses qui ont été réservées pour elles, elles réalisent aussi que l'œil n'a pas encore vu, que l'oreille n'a pas encore entendu, ni le corps humain senti, les splendeurs qui attendent ceux qui pénètrent dans la terre promise. Ils ont franchi les fleuves du jugement et ils sont arrivés au lieu de la distinction entre le vrai et le faux, et ils ont découvert que tout ce qu'ils ont jamais voulu ou imaginé n'a qu'une faible notion de l'éblouissante réalité. Merci et à la prochaine!